écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Bonsoir, émission spéciale avec Franck Lostis ce soir. Il est un peu plus de 18h, nous sommes en direct. Bonsoir Michel. Bonsoir Cyril. Bonsoir Michel la technique. Et puis on a notre invité, notre parrain, Franck Lostis. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation Franck, c'est un plaisir. En tout cas, ça tombe bien cette semaine, tu disais, parce qu'il y a la trêve internationale. Donc du coup tu es avec nous ce soir pour parler de toi tout simplement. Ça va être une émission exclusive sur Franck Lostis avec pas mal de petites anecdotes, les clubs que tu as fait et voilà. Est-ce que ça te convient Franck ? Parfait, impeccable. Michel, on est bon pour le son, tout est nickel ? Allez, c'est bon. Moi j'ai un son bizarre, juste bizarre. Bon, peu importe. Alors Franck, tu as 31 ans, tu es né le 3 avril 90 à Nîmes. Donc tu es gardien de but, donc ça fait déjà quelques années que tu es professionnel. Je voulais qu'on discute de tes débuts parce que tu as débuté le foot en 97 normalement au SC Manduela. Manduélois, ouais. Alors, explique-nous un peu ce club. C'est mon village natal, c'est là où j'ai grandi. Donc automatiquement, quand j'ai voulu commencer le foot, je me suis inscrit dans mon village et c'est là où j'ai tapé mes premiers ballons avec mes premiers coéquipiers. Donc c'est là où j'ai foulé les premières pelouses, comme on dit. À 7 ans du coup, c'est ça hein ? À 7 ans, ouais, en débutant. Alors pourquoi le foot et qu'est-ce qui t'a motivé pour tout simplement prendre une licence dans le football ? J'ai l'impression d'être né avec un ballon dans les pieds, quoi, tout simplement, parce que c'est un sport qui m'a toujours passionné. Donc c'est vrai que l'Euro 96 il a joué pour beaucoup parce que c'était la première grande compétition où je pouvais regarder les quelques matchs, où j'avais l'âge de m'intéresser au foot. Et puis surtout pour pouvoir jouer au foot avec mon grand frère et ses potes, il fallait que j'aille dans la cage tout simplement. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai choisi le poste de gardien. Donc c'est un petit peu ça qui m'a fait commencer le foot, et mon père était un grand passionné aussi. Dès le début, t'as voulu être gardien d'entrée oui. Ou t'as pas joué à d'autres postes avant ? Non, j'ai attaqué dans la cage. Comme je disais, j'ai beaucoup joué avec mon frère et ses potes. Donc je devais aller dans la cage pour pouvoir jouer avec eux. Ils étaient pas sympas. Mais après j'y ai pris goût tout simplement. Et puis quand je me suis inscrit, moi je voulais être gardien, et j'ai de suite accroché aussi d'être gardien en club. Et après j'ai jamais changé. T'as jamais lâché ce poste. Et non. 3 ans plus tard, en 2000, alors là c'est le gros club, c'est Nîmes Olympique. Oui, je fais 1 an à Nîmes, donc en Benjamin à 10 ans. La saison se passe plutôt bien, mais après à la fin, ça s'est pas très bien fini. J'avais pas trop apprécié. On avait une grosse compétition en fin de saison et j'étais revenu d'un bras que je m'étais cassé. Et en fait, il m'avait pas pris alors que ça faisait un mois que j'étais revenu, alors que j'avais fait toute la saison avec l'équipe. Donc voilà, ça m'avait quand même vexé parce que ne pas faire partie au moins du voyage pour cette compétition, ça m'avait blessé, parce que même à 10 ans, il y a l'esprit de compétition qui commence à naître. Donc ouais, ça m'a pas plu, et je me suis dit bien sûr avec mon père, à 10 ans on prend pas toutes les décisions, mais c'était frustrant parce qu'à 10 ans il y a quand même la notion de plaisir, et je pense qu'à un moment donné, un jeune qui fait toute la saison, il faut au moins le prendre avec l'équipe pour faire le voyage. Alors ça a dû être une déception pour toi Franck, toi qui es né à Nîmes, tu te retrouves à Nîmes, donc c'est plutôt Nîmes, ça reste un gros club, même aujourd'hui s'ils sont en Ligue 2, il y a toujours eu une très bonne école de foot, des très bons jeunes, et donc tu signes à Nîmes entre guillemets. Bon, à 10 ans, je sais pas si on peut parler de signature, mais c'est eux qui viennent te chercher, ou c'est toi qui te diriges vers eux? En fait, Nîmes c'est vraiment le club phare du département. Donc c'est vrai que là où j'habite, tous les gens sont pour le Nîmes Olympique, tout simplement. Donc c'est un club qui, par son aura, attire tous les jeunes, tout simplement. Donc tout le monde est pour le Nîmes Olympique dans le Gard, quasiment. Donc les jeunes qui sont bons, ils sont automatiquement dirigés vers le Nîmes Olympique.
il y a beaucoup de partenaires avec les clubs et puis ils font des grandes détections où ça leur permet de voir les meilleurs éléments du département dès le plus jeune âge. Donc tu restes une saison là-haut. Donc Franck Lostis qui est avec nous, Radio Vague FM 90.2 FM. On est en direct et puis on remercie Franck parce qu'il nous a fait un cadeau, mais il vous a fait un cadeau surtout. C'est une paire de gants, qui est juste devant moi. Donc merci Franck pour ce cadeau. On le fera gagner certainement à Noël pour nos auditeurs fidèles avec un jeu. Voilà, on peaufine tout ça, mais voilà, je voulais te remercier pour ce geste, Franck. Plaisir. Donc après Nîmes, on parcourt, on ouvre ton livre, comme je t'ai dit hier, ça va vraiment être une émission exclusive pour toi. Et on ouvre ce livre, on avance tout doucement pour arriver à l'US Orléans. Donc l'US Orléans, vous doutez bien, ça sera plutôt en fin d'émission. Mais on avance. Donc là, on est en 2001 et là, c'est le Stade Beaucarois. Oui, de toute façon, je voulais quitter Nîmes Olympique et donc les clubs, les meilleurs clubs du département derrière, ils sont pas nombreux malheureusement. Il y a Alès et Beaucaire. Beaucaire était en CFA à l'époque. Avec des super conditions d'entraînement, un club bien fait, bien structuré. Et puis c'est là où j'ai grandi. J'y vais, je rencontre des coéquipiers qui sont encore des amis aujourd'hui. Un club sain, un club fiable, qui a traversé des difficultés financières. Le club avait été monté en national, puis a été rétrogradé en CFA2, puis ensuite en DHR. Mais nous, on était en jeune et on arrivait toujours à faire des bonnes saisons, à jouer au plus haut niveau régional. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis resté 8 ans. Ouais, t'es resté 8 ans, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je suis resté 8 ans parce qu'il y avait tout qui fonctionnait, sportivement, humainement. Donc j'ai pris énormément de plaisir et j'ai pu progresser. Donc du là-bas. coup, tu restes jusqu'à tes 18 ans. Ouais, c'est ça. 18 ans au Stade Beaucarois. Et puis après, c'est le départ vers Arles-Avignon. Ouais. Donc explique-nous un petit peu ce départ où tu restes une saison. Non, même pas. Même pas. Non. Un peu moins d'une saison. Est-ce que ça s'était pas forcément bien passé ou... Si, justement. J'arrive à 18 ans. Le Arles, à l'époque, ça s'appelait que Arles à l'époque. C'était pas Arles-Avignon. Ouais. Donc était en national, cherchais à prendre un gardien numéro 3. Donc j'avais le profil, j'étais de la région. 18 ans, donc ça tombait bien. Puis le coach, c'était Michel Estevan qui m'avait un petit peu connu à Beaucaire aussi. Donc moi j'étais content parce que c'était une progression sportive d'intégrer un groupe de national. Donc je signe là-bas tranquillement. Je viens d'avoir le bac, donc tout se met en place tranquillement. L'IUT, niveau scolaire avec mon IUT à Nîmes. Les entraînements avec Arles, on était plusieurs habités dans la région de Nîmes, donc tout se mettait bien en place. Et puis Monaco me recontacte parce que j'avais fait une détection, un essai, j'avais été une semaine à l'essai la saison d'avant. Et ils me font comprendre que finalement le mois d'août, juillet-août sont passés et qu'ils se rendent compte qu'il leur manque un gardien de mon âge au centre de formation. Donc ils m'appellent pour me récupérer. Et du coup, je pars je crois que je signe le 20 août à Monaco, donc je suis resté 2 mois à Arles. J'ai fait la préparation, j'ai fait quelques matchs amicaux et je suis pas resté parce que Monaco est venu me faire signer, sinon je serais resté. Monaco, c'est une autre planète, on va y parler, on va en parler forcément. Et Monaco, tu pars pour les U19, tu joues avec les U19 avant d'intégrer l'équipe B, c'est ça? C'est ça, en fait, à Monaco. Du moins à l'époque quand j'y étais, l'objectif c'était de faire jouer les jeunes, mais dans la catégorie suivante, c'est-à-dire que on commence en 19, je commençais en 19 et tout, mais après du coup les joueurs, pour qu'ils aient une progression, sont amenés à jouer de plus en plus en CFA avec la réserve. Et donc du coup voilà, j'ai commencé en U19, puis petit à petit j'ai commencé à jouer en CFA. J'ai profité de 2 blessures en pro à l'époque pour que toute la hiérarchie se décale et que moi je puisse jouer quelques matchs en CFA et m'y imposer pour ensuite passer numéro 3 la saison d'après avec le groupe pro. Passion Foot Radio, tous les mardis de 18h à 19h sur Radio Vague FM 90.2.
90.2 FM. Passion Foot Radio. 18h09, on est en compagnie de Franck Lestis, le gardien de l'US Orléans et notre parrain. Donc on est content dans les studios d'avoir notre parrain ce soir. Et puis on va aussi dédier notre émission à Nadine. Nadine qui est partie il y a quelques jours, qui était bénévole et standardiste à Vague FM. Donc voilà, on pense fortement à elle ce soir. Donc Franck, Monaco. Donc là c'est un des plus grands clubs français. Hein. On connaît Marseille, Paris, etc. Mais Monaco rentre dans les 4-5 premiers clubs français qu'on connaît tous. Alors explique-nous un peu cette aventure à Monaco. T'es un jeune adulte, hein. Tu arrives à Monaco, stade assez impressionnant. Quoique il est pas totalement rempli, mais c'est une icône du football français. Explique-nous un petit peu ton arrivée et est-ce que tu t'es pas trop perdu quand t'arrives dans un club comme ça? C'est sûr que au début Monaco te rappelle, comme je disais, ta saison tu l'as déjà un peu mise en place avec ton école, avec ta signature à Arles, et d'un coup Monaco vient te faire signer, donc t'arrives un petit peu sur la pointe des pieds parce que t'arrives dans un groupe qui est fait depuis 3 ans, les joueurs sont arrivés à 15, 16 ans, toi t'arrives à 18 ans de nulle part, hein, clairement, donc voilà, je me suis dit tranquillement, te prends pas la tête, c'est la chance que t'as toujours espéré, t'as été patient, là voilà. Tu bosses, tu montres que tu mérites d'être là parce que t'es pas là par hasard. Et j'avais déjà beaucoup de confiance en moi, donc je suis arrivé sur la pointe des pieds, mais pas timide en fait. Donc je suis arrivé en me disant fais tes preuves et après ça se passera bien. Et qu'est-ce qui t'a contacté là-haut, Franck? Est-ce qu'il y a une personne à part que tu veux citer aujourd'hui qui t'a contacté, ou c'est la cellule recrutement comme tous les clubs? En fait, dans mon secteur, le recruteur pour les jeunes c'était René Riefa, et du coup il me suivait quand on était un jeune, quand j'étais à Beaucaire, puis finalement les aléas ont fait que ils m'ont un peu moins suivi, puis c'est mon coach à Beaucaire qui avait rencontré René Riefa dans un match en tribune, et il demandait de mes nouvelles, monsieur Riefa. Il lui dit Franck est en pleine forme, il fait une super saison et tout, et donc c'est grâce à ça que j'ai pu faire l'essai à ce moment-là. Et ensuite être rappelé en août par le directeur du centre de formation directement, qui était passé directeur justement à ce moment-là, au mois d'août. Donc là on est en 2010 du coup. Donc t'es à Monaco, donc tu fais des matchs avec les U19 et te voilà en réserve. Et tu 2008. Ouais. Et tu fais tu fais des entraînements avec l'équipe première, clairement. Hein. Ça c'est à partir de 2009 vraiment. Donc la première année était vraiment au centre, et après en 2009 Flavio Roma part au Milan, je crois, donc Stéphane Ruffier toujours numéro 1, Johan Thuram passe numéro 2, et puis eux dans leur logique c'était de me faire passer numéro 3, donc c'est un club qui a toujours fait confiance à ses jeunes, et donc du coup je suis passé numéro 3 en 2009. Et là, j'étais quotidiennement avec l'effectif professionnel. Alors, on parle de Stéphane Ruffier qui était un très 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 grand gardien, et manque de peau pour toi, il n'était jamais blessé ce gars-là. Jamais blessé, toujours à fond, un exemple simplement. Donc c'est vrai que il y avait, comme on dit, rien à gratter parce qu'il était toujours en forme, toujours à fond. Mais j'ai énormément progressé à ses côtés parce que c'est un très très bon exemple de professionnalisme. Il jouait la coupe, il jouait tout avec la même détermination. On pouvait jouer une DH en coupe ou le week-end après une Ligue 1 au Parc des Princes, il avait cette même détermination. Et ça a toujours été un exemple sur ça. Il était vraiment déterminé, très professionnel. Dans ta période monégasque, tu rencontres ta femme ? Non. Bon, j'ai tout faux ce soir. Je pensais que tu avais rencontré ta femme là. Non, elle est de là-bas, mais on s'est rencontrés plus tard. D'accord. Voilà. Bon, j'étais persuadé que c'était. Non. Alors justement, tu es jeune, tu es à Monaco, 3e gardien, donc sans rentrer dans l'argent, tu gagnes ta vie correctement, même en 3e gardien à Monaco. Est-ce que c'est pas évident de vivre cette aventure? Est-ce que les femmes viennent te voir, des gens qui sont pas très
pas très catholiques, on va dire, voilà, se sont amis du jour au lendemain. Enfin, explique-nous un petit peu est-ce que t'as ressenti, toi, ce côté-là, où tu étais vraiment dans ta ligne directrice qui est le football et je fais rien d'autre, quoi? Bah, j'ai un petit peu ressenti ça, mais j'étais dans ma motivation de passer professionnel, de jouer au foot. Donc, j'ai toujours eu ce recul de savoir avec qui j'étais avant de signer à Monaco, mes amis, mes proches, mes amis d'enfance et les gens qui sont venus se greffer au moment où je suis arrivé à Monaco. J'ai toujours eu la lucidité de savoir à qui j'avais affaire, souvent en face de moi. Donc moi, ça m'a permis d'être tranquille et de pas me prendre la tête. Et puis quand tu signes à 18 ans à Monaco, que les 3 étés avant Monaco, tu ramasses des abricots pour gagner un peu d'argent, tu ramasses une semaine avant de signer à Monaco, je plantais des pieds de tomates pour gagner un peu d'argent avant la rentrée scolaire. C'est incroyable. Donc moi, tout simplement, j'avais pas le droit d'arriver, de me prendre pour un autre et que ça me monte au cerveau, tout ça, que ça me fasse avoir la grosse tête. Et c'est dans ta façon d'être même aujourd'hui à l'USO, on y reviendra tout à l'heure. Clairement, alors c'est pas parce que t'es pas à l'émission, mais t'es vraiment un poids lourd de l'USO en ce moment, parce que tu fais des matchs de fou, vraiment de fou, encore à Créteil, on l'a encore vu. Mais non, t'es discret, calme, voilà, peu importe la saison que tu vas faire, t'es toujours au même niveau, au niveau humeur, toujours le sourire, la gentillesse, et on voit même ça aujourd'hui à Orléans, quoi. J'ai l'impression que c'est ta marque de fabrique, d'être vraiment professionnel à 100% et d'être toujours au même... Voilà, j'ai l'impression que c'est une ligne droite qui bouge pas, en fait, tu vois. Au niveau après c'est vrai que c'est mon tempérament de base. T'es calme, discret. Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours cultivé parce que pour moi c'est important. Puis au fur et à mesure de ma carrière, c'est quelque chose que je me suis vraiment tenu de garder parce que je trouve ça important d'avoir un peu d'humilité quand même. Ouais, t'es très humble. Ouais. Un peu d'humilité parce que quand on a les bons résultats, voilà, tout va bien, tout le monde a le sourire, c'est facile et tout, mais c'est quand c'est un peu plus délicat, il faut garder malgré tout le sourire pour continuer à progresser, à travailler, à faire tourner les choses. Et donc pour moi, c'est des choses qui passent uniquement par le calme, la sérénité, donc ce qui rejoint étroitement l'humilité et puis pas se prendre pour un autre, que ce soit dans la victoire et dans la défaite, pas se mettre 6 pieds sous terre non plus. Parce voilà. que ça soit la saison dernière ou cette année, voilà, t'as fait vraiment des matchs vraiment énormes, impressionnants, et voilà, les gens te disent merci Franck, c'est grâce à toi, etc. Mais toi, non, enfin en fait tu fais ton métier du mieux possible et tant mieux pour le club, mais oui, c'est normal, on va dire, pour toi. Il y a pas de. Il y a une forme. C'est pas que c'est normal, mais pour moi. Quand j'arrive à faire une bonne performance, c'est pour l'équipe en fait, parce que à quoi bon faire des bonnes performances dans un sport collectif? Pour avoir des résultats, et moi j'essaye de mettre mes performances, mon travail, donc mes performances qui passent par le travail par rapport au collectif. Moi c'est la victoire, c'est la compétition qui me fait avancer. Et tout simplement, si un arrêt peut permettre à l'équipe de gagner, je suis le plus heureux du monde. Voilà, c'est ça qui compte. Alors pour revenir à Monaco, cite-nous un petit peu des joueurs célèbres avec qui tu as joué, pour les jeunes ou les moins jeunes qui nous écoutent là. Fais-nous rêver un peu là. Vraiment, quand j'y étais pendant ces 2 saisons dans l'effectif pro, vraiment le top joueur, c'était Néné. Oui. Quand j'étais parti au PSG, j'ai rarement vu ça techniquement. C'était pied gauche exceptionnel. Exceptionnel. C'était une main, il la mettait vraiment où il voulait. Donc c'est vrai que c'était vraiment un grand joueur. Après, il y a Edouard Gudjohnsen qui était arrivé du Barça, je crois. Oui, donc ouais, très très grand attaquant, même si ça n'a pas fonctionné à Monaco, mais c'était un super attaquant. Il y a eu Diego Pérez qui était à la Coupe du Monde demi-finaliste avec l'Uruguay. Voilà. Après il y a Stéphane Ruffier, bien sûr. Ouais. Et voilà, il y a eu pas mal de noms. Il y avait à l'époque Eduardo Costa qui avait fait les beaux jours à Bordeaux. Donc il y avait vraiment une belle équipe. Cédric Mongongu, Nicolas Nkoulou qui était en train d'éclore et d'être super performant en Ligue 1 à 18 et 19 ans. Ouais. Donc il y avait vraiment
un bon mix entre les jeunes formés au club qui avaient vraiment du talent et des joueurs comme Néné, comme Gudjonsen, etc. Et puis un entraîneur de légende, Claudio Ranieri. Donc on en avait discuté lors d'une émission il y a quelque temps, qui t'a marqué. Cet entraîneur t'a marqué au cours de ta carrière. Explique-nous un petit peu. Voilà, Claudio Ranieri qu'on présente plus, entraîneur de Chelsea et j'en passe. Enfin, c'est impressionnant. Ouais, en plus c'est incroyable parce que je l'ai eu j'ai dû l'avoir 1 mois et demi, 2 mois en préparation. Après je suis parti jouer à Amiens et en si peu de temps il m'a marqué par son professionnalisme, ce côté vraiment très carré à l'italienne. Et dès qu'on sort du terrain, c'est un homme super jovial, super sympa avec tout le monde. Il avait toujours un mot sympa pour tout le monde, pour le cadre de l'équipe, le jeune qui a intégré le groupe. Et j'ai trouvé ça vraiment top qu'un coach il puisse s'intéresser, avoir un mot sympa à tout le monde, parce que des fois un jeune de 20 ans qui intègre le groupe, voilà, les coachs. T'es pas gardien titulaire. Voilà, il aurait très bien pu ne pas me calculer. Surtout j'étais en instance de départ, logiquement, j'étais sur le départ, donc. Mais il a toujours fait, je trouve qu'il respectait les hommes et les joueurs qu'il avait. Et j'ai trouvé ça top. Peu importe le nombre de matchs qu'avait le joueur en face de lui, il avait du respect pour ses joueurs. Exactement. Et voilà. Ce qu'il voulait, c'était te faire progresser, qui que tu sois, peu importe l'âge que tu avais, et peu importe le temps que tu restes au club. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Et les entraînements en italienne, c'était très. Est-ce que tu as retrouvé ce style d'entraînement avec les entraîneurs que tu as eu, que ce soit Amiens, Clermont, Orléans, tout ça? Non, c'était vraiment. Après, je l'ai eu en préparation, donc c'était des séances vraiment très très intenses. Ouais. Peut-être au cours de la saison, c'était moins intense, mais c'est vrai que ce qui m'a marqué sur ces séances, c'est vraiment l'intensité physique, beaucoup de travail foncier, vraiment beaucoup de rigueur. Fallait que les exercices on appelle ça de mobilité, d'échauffement, ils soient faits de manière coordonnée entre tous les joueurs, qu'on ouvre la hanche par exemple au même moment, que les talons fesses soient faits au même moment. Ah ouais. Donc c'était vraiment très carré. Une coupelle, il fallait passer derrière la coupelle, pas devant. Il disait s'il y a une coupelle, c'est pas pour rien. Moindre détail, quoi. Très 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 méticuleux sur ça, et puis beaucoup de tactique à l'italienne, beaucoup, voilà. Le travail tactique était vraiment primordial pour lui. Alors pour finir sur Monaco, après on s'écoutera une musique. Est-ce que tu as fait des bancs de Ligue 1? T'en as fait quelques-uns? Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Ouais. Alors, j'en ai fait quelques-uns. Le premier c'était au stade Louis II contre Le Mans. Donc c'est incroyable parce que Steph Ruffier il se fait un peu mal à l'échauffement. Comme il y a la finale de Coupe de France 10 jours après, il prend aucun risque. Et donc moi, il était 7h15 du soir, et donc je reçois un coup de fil, viens vite au stade, Ruffier s'est fait mal. Donc moi je prends ma voiture. Heureusement que c'était un mardi soir, donc pas de bouchon, rien. J'arrive au stade. Comme ça, avec ton sac. J'arrive avec mon sac, mon survêt, et un employé du club attendait en bas pour aller garer vite ma voiture pour gagner du temps. J'arrive, je me change et je pars m'asseoir sur le banc. Donc c'était un banc. C'est une belle anecdote. Ouais, c'est marrant. T'arrives dans les couloirs. Il arrive, c'est lui qui arrive pour se mettre sur le banc. Jeune gardien qu'on a appelé comme ça. Donc c'était. Histoire incroyable. T'as dû être dans un état quand on t'a dit ça. Ouais. Après, j'étais pas dans un état second ou quoi que ce soit. J'étais super content. Mais j'étais surtout en mode oublie rien, oublie pas quelque chose de tes affaires, ta paire de crampons, parce que je devais jouer ou je sais plus quoi avec la réserve, donc j'avais pris mes affaires à la maison, donc il fallait que j'oublie rien. Ça aurait été bête d'oublier ses gants pour un match en Ligue 1. Surtout en Ligue 1. Ouais. Donc là, Le Mans à domicile, et puis après d'autres. J'ai fait Sochaux, j'ai fait Valenciennes. J'en ai pas fait des masses. J'ai fait Montpellier et puis Lyon à domicile. Alors, Lyon, c'est incroyable. Ouais. Alors tu goûtes à la Ligue 1, même si c'est sur le banc, c'est de la Ligue 1. Aujourd'hui, tu as 31 ans. Est-ce que c'est pas alors j'imagine que c'est un regret, mais est-ce que c'est pas une grosse déception pour toi de pas avoir fait de la Ligue 1 quand on commence jeune à fréquenter ce niveau, quoi? Est-ce que pour toi c'est une déception ou pas? Non, c'est pas une déception, parce que les choses sont passées de manière à ce que
je devais pas jouer en fait. Ruff était exceptionnel, très fort. C'est vrai que t'es tombé sur un gardien, là, Il y avait pas la place, tout simplement. Ouais. Puis quand il s'est un peu fait mal, blessé, il y avait un numéro 2 qui jouait, et puis voilà. Donc il y a jamais eu un moment où le gardien était moins bon en face, donc il n'y a pas de déception parce qu'il y avait une logique sportive à ce moment-là. Donc c'est vrai que... Tu respectes parce que tu as avoué que tu étais moins fort que... la logique était respectée. Et, moi j'ai toujours fait en sorte d'être prêt si on faisait appel à moi par la force des choses. Et malheureusement on a dû faire appel à moi que pour être sur le banc et tout ça, mais... Je l'ai fait avec, même si c'est que sur le banc, j'ai fait avec beaucoup de détermination et je me tenais prêt à rentrer pour le cas où. On est sur Radio Vague FM avec Franck Lostis, le capitaine, enfin le gardien d'Orléans, qui a été capitaine. C'est justement un sujet que je voulais parler avec toi après ça, Franck. Du football, de la bonne humeur, des invités, Passion Foot Radio, le mardi à 18h. Pour réagir à l'émission en direct, contactez-nous sur notre Facebook Passion Foot Radio. Passion Foot Radio. 18h29, oui, n'hésitez pas à venir nous voir sur Passion Foot Radio, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On a un programme très chargé cette heure-ci, mais si vous avez des questions, on pourra peut-être y répondre, mais je vous garantis vraiment rien parce que c'est orchestré à la minute près avec la carrière de Franck. Donc on était à Monaco, Franck, mais là du coup on va aller à Martigues. Donc là Martigues, on est en 2012. Donc fini Monaco et te voilà à Martigues. Oui, donc le club venait de descendre en Ligue 2, Monaco. Donc c'était un choc pour un peu tout le monde. Avec l'effectif, ouais, etc. Ouais. Puis un club comme Monaco en Ligue 2, ça fait mal. Et donc du coup, on fait la préparation estivale et je sens que le coach Laurent Banide, il sait pas trop sur les gardiens ce qu'il va faire. Il venait de prolonger Sébastien Chabert, donc il comptait le faire. Il avait installé numéro 1 et puis mais c'était pas clair. Donc nous on demande avec mon agent un peu qu'est-ce qu'il compte faire. Moi je formé au club. Faire partie du projet pour aider le club à remonter m'intéressait énormément. Donc moi, il y avait une progression sportive d'être numéro 2 derrière Sébastien Chabert. Donc on leur a dit que nous, on était dans cet état d'esprit-là et que c'était une suite puisque le club commençait à faire confiance à énormément de jeunes comme Valère Germain en l'occurrence qui ensuite s'est imposé. Donc moi je voulais faire partie du projet mais je sentais que c'était pas clair donc j'ai laissé passer un peu la prépa puis j'ai dit non moi je peux pas rester si le coach il sait pas quoi faire et tout de la suite par rapport à moi donc je voulais jouer absolument j'ai pas eu énormément de coups de fil on va dire c'était assez fermé ce mercato cet été-là donc j'ai Martigues qui me contacte et tout donc du coup le projet me paraissait bien et donc je me suis fait prêter pour jouer pour prendre du temps de jeu en national. J'étais pas très loin de chez moi au niveau de ma famille donc c'était un plus on va dire pour signer là-bas et ça s'est fait très rapidement juste après pendant la préparation on va dire fin juillet. Qui est bien national hein, tu rebondis en national après être troisième gardien de Monaco, il y en a plus d'un qui aurait pu aller dans un niveau inférieur quoi. Oui, après voilà, c'était comme je disais le mercato était assez fermé donc moi je voulais jouer puis j'avais eu un bon feeling avec le coach de Martigues au téléphone donc je suis parti et voilà donc je suis parti entre guillemets pas par dépit mais parce que si j'avais voulu rester je serais resté mais j'ai senti que le coach qu'il y avait à Monaco ne savait pas quoi faire donc j'ai dit moi j'ai pas envie d'être là et que en fait je sais pas s'il veut que je sois là ou pas donc dans le doute je préfère me faire prêter puis je pense que il était satisfait, il savait pas comment me le dire qu'il voulait que je sois prêté donc bon c'est voilà. Et tu parlais de ton agent tout à l'heure c'est ton agent d'aujourd'hui ou c'est actuel? Oui. Tu peux nous parler un peu de ton agent? Oui bien sûr. Combien de temps tu travailles avec lui? Depuis 13 ans. Ah oui d'accord. Depuis 13 ans donc Benoît Biancheri fils de Henri Biancheri. D'accord. Donc quelqu'un qui a toujours baigné dans le foot. Ouais. En qui j'ai une confiance depuis toujours, qui est un ami aujourd'hui.
c'est plus qu'un agent aujourd'hui, c'est un ami, c'est quelqu'un qui a toujours fait le maximum pour moi, pour le mieux pour ma carrière, et aujourd'hui on travaille toujours ensemble parce que il y a une confiance quasiment aveugle qui s'est installée, et on travaille ensemble et ça se passe hyper bien, et je suis content que ce soit lui qui s'occupe de moi. Donc pour les auditeurs là qui nous écoutent, donc un agent, clairement, s'il y a demain, j'ai n'importe quoi, Sochaux qui sont intéressés par toi, donc ça passe par ton agent, c'est ça? Oui, en fait l'agent il est là pour même si c'est des termes on va dire crus, il est là pour mettre un joueur sur le marché. C'est ça. Tout simplement, un joueur qui arrive en fin de contrat, un joueur qui a des envies d'ailleurs, ou même un joueur qui souhaite rester dans son club, c'est logiquement l'agent qui va s'occuper des démarches et des négociations s'il doit y avoir des négociations. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin d'agent. Tout simplement. C'est rare, non? C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive dans le sens où il vaut mieux ne pas avoir d'agent plutôt qu'un mauvais. Et quand je dis un mauvais agent n'est pas un agent qui te trouve rien. Un mauvais agent est un agent qui te raconte n'importe quoi, qui te fait croire n'importe quoi, qui joue pas toujours carte sur table. Et moi, mon agent, ça a toujours été carte sur table. Quand c'était plus dur dans ma carrière, il m'a jamais fait croire n'importe quoi. Il m'a toujours dit les choses telles qu'elles étaient. Et c'est ça que j'ai toujours respecté, parce que il m'a jamais fait croire n'importe quoi, et il m'a toujours soutenu. Et puis c'est un véritable métier. Je veux dire, agent de joueur, toi aujourd'hui t'as pas le temps, tu te consacres à ton poste de gardien, et agent, voilà, on rentre dans les sous, dans l'argent, dans les salaires, et je dirais que c'est presque pas ta partie, c'est pas à toi de t'occuper de ça. Alors tu dois valider, j'imagine, la fin si on te propose un salaire, mais après Après, je sais pas comment fonctionnent les autres agents, mais moi je sais qu'avec mon agent, ça s'est toujours bien passé parce qu'on a toujours échangé, discuté. Il m'a toujours dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire comme ci, comme ça, et c'est pas que de la négociation au niveau des contrats, au niveau des salaires, c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que toi tu veux faire. Il m'a jamais imposé quoi que ce soit. Il m'a toujours dit, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire en fonction de ton âge, de ton état d'esprit à l'instant T. Et donc du coup, il y a toujours eu un échange. Il m'a jamais rien imposé. Et c'est pour ça que ça s'est toujours bien passé, parce qu'on a toujours échangé, discuté. Et moi, j'ai toujours fait ma carrière comme bon me semblait, parce qu'il m'a toujours soutenu dans cette idée-là. Il vient te voir à Orléans des fois ? Il est venu. Il est venu. Il y a quelque chose de rigolo là. Ouais. Il est venu en surprise la saison dernière. Il m'attend à la sortie de l'entraînement en surprise. Il m'appelle, il me dit t'es où ? Il s'inquiétait un peu. Je dis j'ai le Covid, je suis à la maison. D'accord. D'accord. Donc c'est pas de chance, mais après quand je descends dans le sud, on se voit toujours, et puis on s'appelle très très souvent, même des fois pour même pas parler de foot. Comme je disais, c'est plus qu'un agent, c'est un ami vraiment. C'est bien aussi. Ouais. C'est pour ça aussi que tu as des clubs. Là tu vas rebondir à Orléans, et c'est important d'avoir des gens de confiance, et que tu peux aller partout. Ah oui, je sais que lui, il me fera jamais de coups bizarres, voilà. Et que tout ce qu'il fera, ça sera pour mon bien sportif et humain, parce que tout est lié. Et ça, déjà, ça nous permet de jouer au foot tranquillement. Bon, super. Alors après, on va avancer un petit peu, parce qu'il est déjà 18h37, puis je voudrais qu'on parle d'Orléans aussi. Donc après, tu pars à Amiens, donc on va parler d'Amiens, Clermont, Le Puy. Rapidement sur ces clubs, Franck. Amiens, donc là on est en 2014. 2012, je suis pas bon dans les dates, hein. Moi j'ai 2012, c'est ça. Donc parle-nous d'Amiens avec ce beau stade de la Licorne. Ouais, du coup je sors de ma saison à Martigues. Donc elle se passe bien elle se passe bien. Individuellement, je fais plutôt une saison correcte. Malheureusement on descend, donc c'est bizarre de dire ça, hein. Mais j'ai fait une saison complète. Donc malheureusement on descend au bout, mais de très peu. Et donc du coup, je repars à Monaco pour faire la préparation justement avec Claudio Ranieri à l'époque. Mais donc j'étais en instance de départ, et donc du coup Amiens me contacte, Francis de Tadeo me contacte, le coach de l'époque. Et donc le discours me plaît, le projet me plaît, le club venait de descendre en Ligue 2, donc beau projet, le statut pro qui était conservé, des belles structures d'entraînement, de matchs. Donc club très solide, très bien organisé.
Eh ben, j'ai pas hésité une seconde. Tout collé, ça allait. C'était le discours avec le coach, les négociations ont super bien avancé rapidement et ça, on est tombé très vite d'accord parce que quand les deux parties ont envie de travailler ensemble, ça peut que se matcher. Il y a que la situation géographique où là tu perds un petit peu par contre. Ouais, non, mais Marseille, ça. Monaco, on va à Amiens, bon, c'est différent. Ouais, mais ça m'a jamais dérangé et mes deux saisons à Amiens, franchement, je les ai apprécié footballistiquement, mais aussi humainement. J'ai vraiment aimé vivre à Amiens. On avait une bonne équipe, un bon groupe et l'ambiance à Amiens, en Picardie, m'a énormément plu. Alors après, on part sur Clermont Foot. Oui. Donc Clermont Foot qui est en Ligue 2. Donc parle-nous de ce club aussi, comment tu te retrouves à Clermont ou dans un club familial qui peut peut-être ressembler un peu à Orléans, un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Clermont, très très bon club, très bien organisé, avec de très fortes valeurs humaines, vraiment. Les clubs, les valeurs d'Auvergne, quoi, les valeurs auvergnates étaient vraiment importantes pour le club. Club très très bien géré, très bien organisé, des belles conditions d'entraînement. Donc je signe là-bas 3 ans en tant que numéro 1 puisque je sors de 2 belles saisons complètes à Amiens. Donc il y a une évolution sportive, une évolution professionnelle. Donc j'étais super emballé. Et donc du coup à l'époque c'était Elena Costa qui avait pris l'équipe. Et donc qui me recrute avec d'autres joueurs et en concertation avec le recruteur de l'époque qui était au club depuis des années et donc du coup finalement Elena Costa ne vient pas au deuxième jour d'entraînement on l'avait même pas vu encore elle quitte le club donc du coup le président se met à la recherche d'un nouvel entraîneur et une semaine ou deux après c'est Corinne Diacre qui a été annoncée. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, j'attaque la saison, je fais un début de saison moyen sur les premières journées moyen, l'équipe elle était pas encore au top et puis finalement j'arrive à monter petit à petit en confiance, en puissance, l'équipe elle tourne mieux, mais je me casse un doigt à Dijon et donc du coup je suis out jusqu'en janvier. Je reviens en janvier. J'ai du mal à revenir, c'était ma première grosse blessure réellement, donc c'est pas facile à revenir. Et je sentais que la coach ne me faisait pas du tout confiance. Et le gardien c'était qui? C'était Mehdi Janin qui est à Sochaux aujourd'hui. D'accord. Donc je sentais qu'elle me faisait pas confiance, mais elle me parlait pas. Donc j'ai fini la saison comme ça sur le banc à essayer de revenir au top. Et puis la saison d'après, elle me dit fais une bonne préparation, tu auras ta chance et tout ça. Donc moi. Il me restait 2 ans de contrat, je voulais absolument rien lâcher et les honorer pour voilà, en donnant tout ce que j'ai dans le ventre comme d'habitude, pour rejouer, pour retrouver ma place, être en forme et je fais une bonne préparation et tout, puis je refuse quelques clubs entre guillemets, quelques sollicitations pardon, parce que justement j'avais cette idée de. C'était qui ces clubs? J'avais le plus enfin comment dire la proposition qui était vraiment la plus importante et la plus fiable, c'était un prêt en D2 belge. D'accord. À Tubize. Donc là c'était il voulait me récupérer, mais du coup je disais non, moi je veux m'imposer à Clermont, j'ai signé pour ça, je veux pas au bout d'un an partir comme ça. Et donc du coup quasiment en fin de mercato elle me dit non, mais finalement je compterai pas sur toi, tu seras numéro 3 et, 3, et tu joueras pas. Bon, ok, donc tu le prends mal forcément. Enfin, tu le prends mal, c'est tu le prends comme tu le prends, mais c'est un choix de coach, donc j'ai toujours respecté. Donc j'ai fait le dos rond, je me suis toujours entraîné à fond, j'allais jouer en réserve avec détermination et motivation pour faire mon métier du mieux possible, mais c'était pas facile des fois quand tu sens que quoi que tu fasses, en l'occurrence la coach en face de toi ne te calcule pas, donc je prenais mon mal en patience et ça s'est passé comme ça pendant 2 ans, donc c'était assez long quand même, mais j'ai beaucoup progressé mentalement parce que dans chaque épreuve il faut tirer le positif. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris le métier du coup, parce que quand tout va bien, que tu joues entre guillemets, je dis pas que c'est facile, mais tout roule.
Mais quand tu joues moins et tout, tu apprends beaucoup sur toi et j'ai gagné beaucoup en patience, j'ai gagné en maturité parce que je me suis découvert des facultés que je pensais pas avoir. Ouais, puis tu de patience puis surtout. tu te retrouves, alors j'ai rien contre Clermont, hein, c'est une jolie ville certainement, mais c'est pas à Monaco, hein, c'est pas à Monaco, c'est pas la Côte d'Azur. À Monaco, c'est pas non plus. Enfin, moi j'ai plus apprécié vivre à Clermont et à Amiens qu'à Monaco. Alors pourquoi? Donc, parce que la mentalité. La mentalité. Ouais. Voilà. Moi, ma femme est de là-bas, mais c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé. Vas-y, je te laisse finir, Franck, et je reviendrai dessus. Le fait de voir d'autres villes et tout, c'est super intéressant parce que ça permet de voir comment on vit dans d'autres régions. Et jusqu'à présent, je suis tombé dans des villes super accueillantes. Les gens sont super sympas, super accueillants. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir dans les villes où je suis allé vivre parce que je me suis dit, bah voilà, aujourd'hui j'habite à Martigues, aujourd'hui j'habite à Amiens. Ben, je vais pas râler parce que il fait peut-être moins beau que dans le sud, mais voilà, j'habite à Amiens et on va vivre en Picardie et on va se régaler. Alors moi je parlais plutôt de la mer. La mer qui est voilà, j'ai un ami, un de mes meilleurs amis qui habite à Marseille et il me dit mais Cyril, il fait super beau tout le temps. On a tout le temps le soleil et dès que ça va pas trop, voilà, tu vois la mer et ça va mieux quoi. Et je pensais plus à ça. Voilà. Ouais, moi la mer ça m'a pas plus que ça. Non, la mer moi en étant de Nîmes, elle est pas non plus au pas de ma porte. Et puis, moi, je préfère vivre dans une ville où c'est agréable de sortir, de discuter avec les gens, plutôt qu'avoir du soleil 300 jours par an. Après, oui, c'est agréable le beau temps, mais ça fait pas tout. Alors, on va parler du Puy Foot. Alors, très rapidement, Puy Foot, ça tombe bien, c'était peut-être pas le meilleur club que tu as fait. C'était en National 2. Et puis, on parlera d'Orléans, parce qu'il est déjà 18h45. Donc, te voilà au Puy Foot en National 2, du coup. Donc, parle-nous un petit peu de ce projet avec le Puy. Et du coup, je quitte Clermont, je me retrouve au chômage pendant 2 mois. Donc voilà, c'est assez difficile mentalement. Mais on lâche pas, on se prépare. Je m'entretenais avec un club de N3 à côté de Clermont, Chamalières, qui est en N2 aujourd'hui. Donc ça me permettait de garder la forme. Et au mois de septembre, je reçois un coup de fil du coach du Puy, qui souhaite recruter un gardien parce que il estimait qu'il avait besoin de ce poste. Donc j'hésite pas une seconde, vu que je sortais de 2 saisons blanches. Je croulais pas sous les appels. Donc du coup son discours m'a convaincu. J'ai eu des bons échos du club qui progressait bien, qui était vraiment en pleine évolution. Donc j'avais le capitaine là-bas était formé avec moi à Monaco, donc j'ai eu que des bons échos. Donc je signe là-bas. Et oui, c'est peut-être comme tu disais le club le moins huppé dans lequel j'ai joué, mais c'est un club. À la fin de ma carrière, je l'oublierai jamais ce club parce que il m'a recruté au moment le plus délicat de ma carrière, où j'étais le plus en difficulté, et ils m'ont apporté cette confiance et le fait de me faire jouer, et ils m'ont recruté et ils m'ont apporté beaucoup de confiance, et je sentais qu'ils étaient contents et heureux que je sois là. Donc moi, c'est plutôt une bonne pioche de prendre Franck Lostis. Ouais, mais Franck Lostis, après 2 saisons blanches, il y avait un point d'interrogation. Ouais. Et ça, j'en étais conscient. Je suis pas idiot. Et donc j'ai senti qu'ils étaient contents que je sois là et que ils étaient convaincus que ce point d'interrogation, j'allais l'effacer très rapidement. Et quand tu arrives dans un club comme ça, qui te fait ressentir ça au quotidien. C'est une marque de confiance. C'est après 2 ans où t'es à la cave carrément, ça fait un bien fou. Ouais. Donc première saison, je repars sur des super bonnes bases. Je me sens bien, je m'impose, je retrouve de l'allant, je me retrouve même dans mes perfs. L'année d'après, on monte en national, donc c'était vraiment, j'étais vraiment heureux de mon choix parce que ça m'avait permis de me relancer et on arrive à monter en national avec le club, donc j'étais doublement content parce que c'est un club que j'oublierai jamais, ça c'est clair et net. 18h48, on va parler de l'USO dans quelques secondes. Football, de la bonne humeur, des invités, Passion Foot Radio, le mardi à 18h.
18h48, c'est les 10 dernières minutes de l'émission avec Franck Lostis, donc le gardien de l'US Orléans. Donc on a parcouru tous ces clubs et puis on arrive à l'US Orléans, à l'US Orléans où tu nous fais des super bonnes impressions, je te le dis tout à l'heure. Et puis cette victoire contre Créteil qui fait un bien fou, parce que vous sortez de cette zone rouge. Alors déjà à chaud, même si le match a eu il y a quelques jours contre Créteil, c'est une victoire que tout le monde attendait et vous étiez présent au rendez-vous. Oui, c'était un tournant, on en était conscient, et je pense qu'on a livré le match qu'il fallait. On a mis beaucoup d'intensité, on a gagné beaucoup de duels. Et quand tu fais le point sur le match, tu te rends compte que t'as été plutôt solide défensivement et que tu t'es procuré beaucoup d'occasions. En face, on est tombé sur un gardien qui a fait un super match lui aussi. On fait un poteau et tout, donc tu te dis ça passera pas. Et on a cette force, cette énergie pour à la 88e sur un coup de pied arrêté être présent sur les ballons qui traînent, parce que si on regarde le but, on gagne un duel à la tête, on gagne un autre duel où le gardien fait un arrêt et le ballon, c'est encore nous qui le récupérons, qui le poussons au fond. Donc ça, c'est des signes qui trompent pas. Quand tu es présent sur les ballons qui traînent et les deuxièmes ballons, c'est très important. Et donc je pense que c'est une victoire qui est méritée et on a montré une grosse force de caractère et elle fait du bien comptablement. Ouais. Et dans la manière aussi, parce que c'était un match qu'il fallait gagner et on l'a fait et beaucoup de gens nous attendaient. Donc effectivement, vous sortez de cette zone rouge on espérait forcément à Orléans sortir de cette zone rouge, ça faisait des ordres. Aujourd'hui, vous êtes 12e et puis on espère des victoires à venir pour pourquoi pas recoller au classement et rêver. Ça serait alors on n'en est pas là forcément, il va falloir encore quelques journées, mais j'imagine que pour toi ça serait un rêve de monter en Ligue 2 avec Orléans. Tu as 31 ans, les années défilent. Tu aimerais finir ta carrière à Orléans ou pas? Il est encore tôt pour parler de la fin de carrière, mais aujourd'hui c'est clair que c'est un club dans lequel je me plais énormément. Je suis hyper épanoui. Il y a tout au club pour bien travailler, pour faire du mieux possible son métier de footballeur. Les conditions, le club est bien géré, donc c'est vraiment du plaisir et très très agréable d'évoluer à l'USO. Et moi ça se passe hyper bien, donc moi je suis très 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 épanoui ici. Je m'y plais et voilà, moi je fais tout pour mouiller le maillot pour mon club, parce que c'est un club que j'aime au bout d'un an et demi, donc moi je me sens très bien ici et rester le plus longtemps possible, c'est quelque chose qui me plairait énormément. La ville te plaît aussi, tu me disais souvent. Ouais, exactement. Le quotidien avec ma femme, on se plaît énormément, donc quand tu te plais, quand tu vas t'entraîner, quand tu te plais dans ton lieu de travail, parce que ça reste entre guillemets mon lieu de travail, bien sûr. Je prends énormément de plaisir. C'est un métier passion et c'est du plaisir quand ça se passe bien et que t'as tous les éléments qui sont réunis et qu'en plus dans ta vie personnelle, tu vois que ta femme elle est contente d'être ici, que t'es bien chez toi. Mon petit il est né au mois de juillet à Orléans, donc il y a tout qui se passe bien, donc c'est vrai que je peux que être épanoui au foot et en plus voilà, c'est pour ça que j'ai la banane comme tu dis, parce que j'ai le sourire, parce que quand j'arrive au stade, je suis hyper content d'arriver au stade, quoi. Et ça se ressent en tout cas, et puis ça se ressent sur le terrain, parce que tu nous fais des matchs de grande classe, tu passes très très rarement à côté de tes matchs, et en tout cas en tant que supporter d'Orléans, ça fait plaisir. Tu as un contrat jusqu'au 30 juin 2022. C'est ça, oui, tout à fait. On commence tout doucement à parler un petit peu ou pas du tout? Non, aujourd'hui ce qui compte c'est recoller au classement, l'aspect sportif et collectif. Il prime avant chaque joueur. Donc aujourd'hui on est en mode collectif et ce qui compte c'est recoller au classement, faire continuer cette série et après le cas personnel de chaque joueur viendra bien après, il y a le temps. Et puis il y a cette superbe rencontre à venir le vendredi 12 novembre où tu vas aller à Ajaccio pour la Coupe de France. Alors est-ce que le gardien en remplaçant sera rétabli pour faire ce match ou Ah oui, Théo il a repris lundi, donc voilà, c'était un choc à la tête, donc
il a dû respecter le protocole commotion, je crois, et puis il a pu reprendre sans problème hier. Donc c'est une belle affiche. Ajaccio, une très très belle équipe de Ligue 2 contre Orléans. Le coach, il va alors pour gagner. Quand on fait un match, on y va tout le temps pour gagner, mais ou c'est on va faire notre match et puis on verra un petit peu au fur et à mesure. Non, c'est qualification, clairement. On va jouer le match pour le gagner, que ce soit championnat ou coupe, que ce soit une équipe de R1 ou une équipe de Ligue 2. Si tu vas au stade et que tu dis on verra ce qui se passe, déjà tu pars très très mal et tu respectes pas le fait d'être footballeur professionnel. Nous on y va, on le prépare ce match depuis hier pour aller gagner, parce que tu joues un match pour le gagner, et après le vendredi à 20h, c'est là où le coup de sifflet lance le match et on voit ce qui se passe. Voilà, on peut tomber sur une équipe plus forte que nous, on peut être en grande forme, en moins bonne forme, mais en fait, on fait tout pour aller à Ajaccio pour être performant, et pour gagner, faut être performant. Donc on y va à fond, quoi, déterminé. D'accord. Mais comme la situation en championnat est compliquée, même si ça revient, on l'espère, il y aurait pu y avoir des directives en disant la Coupe de France, on y va, mais priorité en championnat. Non, en plus c'est pas un discours qui a été. Connaissant le coach qui est quelqu'un de très déterminé, qui est très compétiteur. La Coupe de France, que tu joues une Ligue 2 ou une R1 ou une CFA, je sais pas, elle s'inclut dans la dynamique collective et dans la dynamique de résultats. Et aujourd'hui, on est dans une période octobre-novembre où il y a beaucoup de matchs de Coupe de France. Et nous, en aucun cas j'ai senti le groupe et le staff lâcher ou la galvauder. On joue tout à fond. En tout cas, c'est une belle affiche, et c'est bien aussi pour Théo qui est à ton remplaçant, qui s'accroche, qui fait des entraînements, des bons entraînements, qui est un bon gardien et qui va jouer contre une belle Ligue 2. Donc ça fait plaisir pour lui aussi. On va parler très rapidement. C'est du très rapide aujourd'hui, mais je savais que cette émission on avait de quoi dire sur Franck. Je voulais qu'on finisse cette émission sur l'équipe de France, parce que tu as été élu meilleur gardien du tournoi de Toulon en 2011. Donc peu le savent, mais ce tournoi, c'est un tournoi très très gros, avec un très très gros niveau. Le meilleur joueur de ce tournoi en 2011 était quand même James Rodriguez, donc c'est pas rien. Et toi, tu as été élu meilleur gardien. Donc parle-nous un petit peu de cette aventure. C'était donc en 2011, j'avais 21 ans. Donc tournoi à Toulon, je suis sélectionné, on a une bonne petite équipe, franchement bien. On arrive à aller en finale, ça se passe hyper bien, on élimine l'Italie en demi. Donc c'est très positif, et on joue en finale contre la Colombie, et malheureusement on perd au penalty, au tir au but. Donc la Colombie de James Rodriguez, de Zapata de l'Atalanta aussi. Donc une belle équipe en face, donc c'était un beau match, et voilà, ça aurait été bien, j'aurais aimé le gagner, ce tournoi. Oui, j'imagine. Surtout qu'on se fait égaliser à la fin et puis on perd au penalty, donc c'est assez frustrant, mais c'est un souvenir vraiment top. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ces 15 jours. On avait vraiment un bon groupe. Le sélectionneur avait instauré vraiment un climat vraiment de travail, mais vraiment sympathique, où on avait plaisir à être ensemble, et c'est vraiment une aventure et une compétition que j'ai beaucoup appréciée. Et puis en plus, comme Toulon est à 2 heures de chez moi, j'avais à chaque match des amis et ma famille qui pouvaient être présents, donc ça c'est bien. En tout cas, c'est à souligner, parce que peu de gardiens français, je pense, ont été élus meilleurs gardiens. J'ai pas trop fouiné dans les stats. Mandanda et Loris pour leur génération. Après, je sais pas, mais c'est vrai que c'était un titre qui m'a vraiment fait plaisir, vraiment. On va parler de tes passions, si tu en as. Les voyages, par exemple, est-ce que tu aimes voyager? Est-ce qu'il y a des voyages de prévus prochainement? Ouais, on aime beaucoup voyager avec ma femme. C'est vrai que depuis qu'on est ensemble, on a fait au moins 6 ou 7 destinations. On est allé à Bali, à New York. On est allé en Thaïlande, en Croatie, donc on aime bien bouger. On a fait des petits week-ends à Bruxelles et tout. On aime beaucoup découvrir des endroits qu'on connaît pas, et donc du coup ça fait quelque temps qu'on n'a pas pu beaucoup voyager avec ce Covid, puis là notre fils qui est né, donc
on prévoit pour un peu plus tard un petit voyage avec le petit, peut-être en Italie ou au Portugal, voilà, quelque chose d'assez avec une proximité. Combler ça dans ton rendez-vous, dans ton programme chargé. Pour les vacances, au mois de juin. Ça. Le cinéma, est-ce que Franck va au cinéma ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Si, on aime bien aller au ciné de temps en temps. En plus, il y a pas mal de films à l'affiche à Orléans. Le ciné est quand même assez bien, donc on aime bien y aller. Mais c'est vrai que on est plutôt série depuis quelques temps. Ouais. Avec Netflix et tout, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est clair. Mais on se fait un ciné vraiment de temps en temps. On aime beaucoup. Ouais. La lecture, un petit peu ou pas? Pas du tout. L'équipe, même pas? Non, j'ai jamais été un grand lecteur, mais vraiment jamais. Même depuis que je suis à l'école et tout, j'ai jamais apprécié lire. J'ai même le journal. Donc voilà, maintenant avec les applications, on a c'est un peu plus facile, donc j'arrive à lire quelques articles, en l'occurrence de foot ou des choses qui m'intéressent. Au niveau cuisine aussi, j'aime bien lire des recettes pour m'en inspirer. Avec tes pâtes toujours? Ouais, beaucoup de pâtes, et c'est vrai que j'aime bien lire des recettes pour me donner des idées, pour changer un peu. Et puis tu me disais il y a quelque temps, tu es pas du tout réseaux sociaux à regarder les critiques du club. Alors tu sais, à Orléans ou comme dans d'autres clubs, quand vous gagnez, vous êtes une super belle équipe, voilà, ça joue au ballon. Quand vous perdez, c'est une catastrophe. Et toi, c'est quelque chose que tu regardes pas. T'as pas ce réflexe de dire tiens, ce que les gens pensent de moi, par exemple. Non, parce que je suis sur les réseaux, mais je suis pas très actif et dynamique, on va dire. Moi, je vais vraiment utiliser ces réseaux pour voir un petit peu mes amis. Les publications qu'ils vont mettre, des fois les réseaux vont mettre en avant des articles qui peuvent m'intéresser, et ça rejoint ce que je te disais il y a 2 minutes. Des fois il y a des articles qui vont m'interpeller, des trucs de foot et tout, et ça va me permettre d'être à la page en fait. Même la presse, si par exemple là je pense à Créteil, parce que clairement t'as été le sauveur du match, hein. Faut dire ce qui est, t'as fait un très très gros match, et Nicolas Saint-Ruf aussi, hein, qui a c'est Nico qui nous offre les 3 points. Et l'équipe, mais voilà, moi je répète aussi, voilà, bon, tu t'as fait un gros match, et est-ce que t'as pas la curiosité le lendemain d'acheter le journal en disant tiens, qu'est-ce qu'il pense de moi, ou est-ce qu'il y a un titre qui se faufile que je peux peut-être garder, tu vois, pour mon fils ou... Ouais, non, après je fais pas trop attention, j'ai pas ce réflexe, mais après des fois grâce au réseau on peut avoir les articles et je vais le lire, mais c'est pas quelque chose qui va être important pour moi. Je vais lire de temps en temps quand je vais tomber dessus, mais je vais pas le samedi matin aller acheter mon journal. Voilà. Et puis même si je peux tomber sur des choses où les gens vont dire des bonnes ou des mauvaises choses, que ce soit sur l'équipe ou sur moi, c'est des choses qui vont pas me toucher, parce que je sais ce qu'on vaut, je sais dans quelle mentalité on est, je sais moi aussi personnellement dans quelle mentalité je suis, donc j'ai pas besoin d'un commentaire flatteur ou un peu plus critique pour soit me remettre en question ou soit me prendre pour un autre. J'analyse mes matchs, je suis assez grand maintenant pour savoir si j'ai été bon, moins bon ou pas, tout simplement. Bon. Eh bien, c'était un plaisir en tout cas d'avoir fait cette émission. Franck, 19h, on est un petit peu en retard. Voilà, 1 heure avec toi. Merci encore pour les gants, parce qu'on les fera gagner. Donc Franck, voilà, le parrain de l'émission qui est avec nous ce soir dans Passion Foot Radio, on les fera gagner au mois de décembre, Michel. Hein, ça fera un cadeau sympa pour nos auditeurs. Il va nous dédicacer cette paire. Franck, merci encore de ta disponibilité, parce que tu habites à Orléans Sud. Donc Orléans Sud, il y a quelques kilomètres et c'est un petit peu loin de nos studios Artenay. Donc je te remercie infiniment, et puis continue, voilà, sois toi comme d'hab. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi football et autres en tout cas. C'était un plaisir aussi, merci pour l'invitation. À bientôt, ciao les auditeurs. Passion Foot Radio, tous les mardis de 18h à 19h sur Radio Vague FM 90.2 FM. Passion Foot Radio.